Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wergi yaram nelen werwele. Iwai wergi yaram tiwai werwele. Changei tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nek kauga, tante ji nek kauga, tétanos tanel ko tagañu won ke iler jël. Bonjour chers collègues, permettez-moi de faire une petite présentation sur l'hypertension artérielle. J'ai essayé quand même de faire dans sa globalité, surtout la prise en charge. Donc, on commencera par le plan avec la définition, l'intérêt, la classification, le diagnostic, l'évaluation clinique et paraclinique de l'hypertendu, les complications, de faire une stratification du risque, le traitement ainsi que le suivi avant de conclure. Donc, l'hypertension artérielle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Donc c'est un problème de santé publique avec une prévalence qui est très importante, à savoir 1,13 milliard de personnes avec une prévision de 1,5 milliard en 2025. C'est aussi un facteur de risque majeur. Le diagnostic est aisé, le traitement est à vie, coûteux avec une prise en charge des autres facteurs de risque. Donc, la classification de l'OMS est toujours d'actualité et définit une pression artérielle normale, systolique normale de 120 à 129 et une pression artérielle diastolique de 80 à 84. Une pression artérielle, on peut avoir aussi, elle est dite normale haute lorsque la pression artérielle systolique est à 130 et 139 et une pression artérielle diastolique qui est égale à 85 et 80, entre 85 et 89. Donc le grade 1, c'est une pression artérielle systolique qui est à 140, entre 140 et 159 de systolique, et pour la diastole, elle est de 90 à 99. Maintenant pour le grade 2, c'est 160 à 179 pour la systolique et 100 à 109 pour la diastolique. Et le grade 3, c'est supérieur ou égal à 180 pour la systolique et supérieur ou égal à 110 pour la diastolique. On peut avoir aussi une HTA qui est systolique pure, c'est-à-dire une pression artérielle systolique qui est supérieure à 140 avec une pression artérielle diastolique qui est inférieure à 90. Donc là, c'est juste pour vous dire, en fait, la pression artérielle au niveau du cabinet, c'est supérieur ou égal à 140, c'est la première colonne. Supérieur ou égal à 140 sur 90. Et au niveau de la MAPA, pour la tension artérielle de jour, date and night mean, c'est supérieur ou égal à 135 sur 95 mm de mercure. Pour la nuit, c'est supérieur ou égal à 120 sur 70 mm de mercure sur une période de 24 heures. Quand on retrouve une pression supérieure ou égale à 130 sur 80 mm de mercure, on peut conclure que c'est une MAPAC, c'est une hypertension. Et aussi l'automesure en dernier, qui est supérieure ou égale à 135 sur 85 mm de mercure, on peut conclure à une HTA. Donc, le diagnostic, en ce qui concerne la mesure au cabinet, là, c'est juste la technique. Je voulais vraiment vous montrer, j'ai oublié même d'amener l'appareil. C'est pour vous montrer un peu comment il faudrait prendre la tension, parce que c'est très important d'être bien assis. Excusez-moi, je vous montre juste le bras. Bon, après là, c'est la littérature. Moi, je vous fais la pratique. Donc, il faudra quand même que le patient soit à cette position-là, c'est-à-dire le bras au niveau du cœur, et que, bon, qu'il y ait une bonne prise, c'est-à-dire de prendre 3 mesures espacées d'1 à 2 minutes. Et pour les cas particuliers, à savoir les arythmies ou bien si vous avez une fibrillation atriale, il faudra surtout faire plusieurs mesures. Et surtout prendre avec un manuel. C'est le plus important. Il faut aussi un brassard qui soit adapté.
c'est très important. Pour les patients qui ont une grosse corpulence, vous ne pouvez pas l'adapter pour un patient standard, en fait. Donc, il faudra mesurer au niveau des deux bras et prendre la mesure la plus haute. Et c'est cette mesure-là qui sera la mesure de référence. Et aussi, n'oubliez jamais de prendre chez les patients âgés et les hypertendus, de les faire mettre en position debout et de prendre la tension pour voir est-ce que vous n'avez pas une hypotension orthostatique. Très important. Donc, le diagnostic, à part la mesure au cabinet, peut se faire aussi à l'automesure ou la MAPA, qui est particulièrement recommandée pour rechercher une HTA blouse blanche ou une HTA masquée, d'apprécier l'efficacité du traitement. Parce qu'il y a des patients, ils sont hypertendus, ils prennent un traitement, mais quand même, la tension est toujours là. Parfois, il faut se poser la question, est-ce que c'est un bon traitement qu'ils prennent ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire la MAPA pour voir, est-ce que c'est la nuit seulement qu'ils ont cette hypertension-là et qu'il faudra gérer avec le traitement? Est-ce que c'est vraiment la journée qu'ils ont l'hypertension et que la nuit, ils ne sont pas du tout hypertendus? Donc, rechercher des signes, l'étiologie de certains symptômes et évaluer une HTA résistante. Donc, l'automesure, c'est surtout chez le patient qui le fait, en fait, l'automesure-là dont on parle. C'est de faire, c'est les 3 jours consécutifs qu'on se dit, c'est-à-dire 2 mesures espacées d'1 à 2 minutes, matin et soir, avec un tensiomètre semi-automatique qui est validé. Donc, c'est les tensiomètres surtout électroniques maintenant qu'on utilise. L'évaluation clinique et paraclinique de l'hypertendu, c'est surtout, ça commence toujours par un bon interrogatoire et un examen physique bien conduit, c'est-à-dire les symptômes, il faut rechercher les symptômes, soit d'un HTA secondaire ou bien même de préciser les facteurs de risque de ce patient. Rechercher aussi la prise d'antihypertenseurs et faire un examen clinique qui est complet. Donc, à la paraclinique, la biologie avec l'hémoglobine, l'hématocrite, la glycémie à jeun, le bilan lipidique, l'ionogramme sanguin, l'uricémie, la créatinémie avec calcul du DFG, un bilan hépatique, les urines. Et aussi, sur le plan paraclinique, il faudra faire le CG des 12 dérivations, refaire une échographie cardiaque chez les patients qui présentent surtout des anomalies à l'ECG ou des symptômes d'une insuffisance cardiaque, faire aussi l'échodoppler des artères carotides pour certains patients, faire le fond d'œil chez les patients avec une HCA grade 2 et 3 et les patients diabétiques, et parfois même faire l'IRM ou un TDM cérébral chez les patients avec des symptômes neurologiques. Donc, dans l'examen, qu'est-ce qu'on recherche exactement? Surtout à l'examen, quand on a des signes, qu'on trouve des signes à l'examen physique. Les orientations, c'est surtout quand on a le syndrome de Cushing, si on retrouve une obésité facio-tronculaire avec aspect de bosse, on peut penser à ce syndrome de Cushing-là. Si on a des signes cutanés de neurofibromatosis, on peut penser à un phéochromocytome. Si on a un souffle abdominal, on peut penser à une hypertension artérielle rénovasculaire. Si on retrouve un souffle perçu au niveau du thorax aussi, on peut penser à une coartation de l'aorte ou autre maladie de l'aorte, ou bien une sténose de la partie supérieure du cœur. Si on a une diminution ou retard du pouls fémoral, on peut penser à une coartation de l'aorte aussi. Quand on a une asymétrie, c'est pour cela que c'est très important de prendre les 2 bras des patients. Quand on retrouve une asymétrie du pouls, de la tension artérielle entre les 2 bras, il faudra chercher. Il faudra penser à une coartation de l'aorte ou une sténose de l'artère sous-clavière. Donc, qu'en est-il des complications? Elles sont surtout cardiovasculaires, rénales et... Donc, les complications cardiovasculaires, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'insuffisance cardiaque, généralement à fraction d'éjection préservée, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, la dissection aortique, l'artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs ou autre localisation de l'athérosclérose. Les complications rénales, c'est l'insuffisance rénale ou par néphroangiosclérose, bénigne ou maligne, les complications cérébrales, à savoir l'AVC, HI, ou bien la démence, et les complications oculaires qui sont retrouvées surtout par qu'il faudra chercher au niveau du fond d'œil. Donc, qu'en est-il de la stratification du risque? Là aussi, il faudrait
bien stratifier le risque. Quand on a un patient hypertendu, il faut voir il est sur quel risque. Le risque, c'est très important parce que ça permet aussi de prendre en charge les autres facteurs de risque associés à ce patient. Donc, passons maintenant au traitement. Les objectifs, c'est surtout de réduire la morbidité et la mortalité cardiovasculaire et rénale, et surtout aussi de contrôler des chiffres tensionnels et les facteurs de risque. Donc, l'objectif tensionnel, c'est surtout de faire descendre jusqu'à une valeur inférieure à 130/80, si bien toléré. On a dit si bien toléré. Si le patient ne tolère pas, il ne faudrait pas faire baisser trop la tension aussi. Pour les patients inférieurs à 65 ans, traités, l'objectif c'est d'arriver de 120 à 129. Pour les patients supérieurs à 65 ans, l'objectif c'est d'arriver de 130 à 139. Et ça, c'est valable pour tous les patients hypertendus, quel que soit le risque cardiovasculaire. L'objectif de la pression artérielle diastolique, c'est que ça soit inférieur à 80 mm de mercure chez tous les patients. Qu'en est-il des moyens thérapeutiques? On a les mesures hygiéno-diététiques et les mesures médicamenteuses. Pour les mesures hygiéno-diététiques, c'est surtout une perte de poids, un régime hyposodé, une activité physique régulière, une modération de la consommation d'alcool, un arrêt du tabac. Pour les moyens thérapeutiques, c'est surtout ces 5 classes thérapeutiques qui sont recommandées en première intention, c'est-à-dire les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, c'est-à-dire les ARA2. Maintenant, il faudra faire une bithérapie. Une bithérapie est recommandée comme traitement initial avec préférentiellement un IEC ou un ARA2 associé à un inhibiteur calcique ou diurétique. Un bêta-bloquant associé à un autre antihypertenseur si indication spécifique, c'est-à-dire si on a un angor, un post-idem, une insuffisance cardiaque ou un contrôle de la fréquence cardiaque. Par exemple, si on se lie pour les HTA avec fibrillation atriale, on peut penser à ça. Si bithérapie non efficace, passer à la trithérapie, IEC ou ARA2 plus un inhibiteur calcique plus un diurétique thiazidique. Si la trithérapie est non efficace, il faudra ajouter un spironolactone ou autre diurétique à forte dose si non toléré un bêta-bloquant ou un alpha-bloquant. L'association IEC-ARA2 n'est pas recommandée. Donc là, c'est les schémas thérapeutiques qu'on peut mettre, c'est-à-dire on a un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou bien on a un ARA2, on peut le mettre avec un diurétique thiazidique ou bien un inhibiteur calcique et vice-versa, ça tourne. Donc là, c'est toujours les schémas thérapeutiques pour les patients qui ont une hypertension artérielle qui est légère à modérée. On peut avoir, avec un risque léger ou modéré, on peut commencer par une monothérapie. Si la monothérapie ne marche pas, il faudra aller soit à dose max ou bien passer à la bithérapie. Ou bien, si on a un patient aussi qui a une hypertension artérielle sévère avec un risque élevé, très élevé, on démarre déjà avec la bithérapie. Maintenant, si la bithérapie ne marche pas, il faut voir, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter les doses ou bien aller même voir à une trithérapie. Cette classification de schéma, c'est surtout les Français qui l'utilisent. Là, c'est la classification pour les Américains. Les Américains, ils utilisent surtout. Mais ça rejoint le même, en fait. C'est les mêmes choses qui sont écrites dans les... Chacun a écrit de son côté, mais ils se rejoignent, en fait. Là, ils parlent surtout, pour eux, c'est d'abord de démarrer par les mesures hygiéno-diététiques et de mettre un thiazidique et de contrôler à 3 mois. Maintenant, si la PA n'est pas optimale, il faudra passer au thiazidique ou un IEC ou un ARA2 et contrôler 2 à 4 semaines. Si ce n'est pas toujours optimal, il faudra optimiser le dosage ou associé, vérifier l'observant, rechercher une autre cause secondaire ou bien référer le malade. Maintenant, dans l'HTA qui est légère à modérée toujours, c'est une PA qui est supérieure ou égale à 160 mm de mercure, c'est démarrer avec une bithérapie, thiazidique, IEC ou ARA2 ou un inhibiteur calcique et autres. Et si c'est bien, donc il faudra encourager l'automesure et l'observant chez ce patient-là. Donc, qu'en est-il des autres cas? J'ai voulu juste mettre quelques cas particuliers à savoir pour l'HTA et le diabète. C'est d'abord initier le traitement si la TA est supérieure à 140/90 avec un objectif de pression artérielle systolique inférieur strict à 130, mais pas inférieur à 120.
Donc il faudra s'arrêter entre 130, 100, quelque chose comme ça, mais ne pas dépasser les 120 en fait, millimètres de mercure. L'objectif de la PA diastolique, c'est inférieur à 80, mais pas inférieur à 70. Association d'un ARA2 ou IEC plus inhibiteur calcique ou thiazidique. Pour l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale, il faudra traiter quand la tension est supérieure à 140-90. Chez les patients diabétiques ou non, l'objectif c'est toujours 130-139. Les bloqueurs du système rénine réduisent la microalbuminée et sont recommandés. Il faudra quand même associer ces bloqueurs-là en IEC à un inhibiteur calcique ou un diurétique comme traitement initial. Une combinaison d'IEC-ARA2, elle est contre-indiquée. Qu'en est-il des AVC, de la maladie cérébrale? Dans les AVC, c'est non recommandé de baisser la PA si la TA est inférieure à 220 mm de mercure. Dans les AVCH, avec une PAS supérieure ou égale à 220, il faudra baisser prudemment la TA en IV jusqu'à une TA inférieure à 180. Dans les AVCI, il est non recommandé de baisser la TA, sauf exception. Par exemple, si on a un AVCI, chez les patients hypertendus avec événement cérébral aigu traitement, il faudra démarrer le traitement antihypertenseur. C'est-à-dire, si le patient vient vous dire s'il présente un AIT, ou bien que c'est dans les 3 ou 4 jours qu'il a présenté un AVCI, il faudra démarrer le traitement antihypertenseur. L'association système rénine plus inhibiteur calcique ou thiazidique, c'est surtout ça qu'il faudra privilégier. Qu'en est-il de l'HTA et grossesse? Chez les femmes avec une HTA préexistante à la grossesse, l'HTA gestationnelle ou avec des symptômes d'atteinte organique, initier le traitement si la TA est toujours supérieure ou égale à 140 ou 90 mm de mercure. Dans les autres cas, il faudra initier le traitement si la pression artérielle systolique est supérieure à 150 et la diastolique supérieure à 95 mm de mercure. Et il faut privilégier les méthyldopa, le labétol et l'inhibiteur calcique. C'est le traitement de choix qu'il faudra faire. Donc les IEC, les ARA2, les inhibiteurs directs de la rénine ne sont pas recommandés. Et hospitaliser le patient si la PA systolique est supérieure ou égale à 170 ou la diastolique est supérieure à 110. Pour les facteurs de risque associés, chez les patients à très haut risque, il faudra introduire une statine pour un taux de LDL qui est inférieur à 0,7 et qui permet une réduction de 50%. Si le LDL de base entre 0,7 et 1,35, chez les patients à haut risque, il faudra introduire les statines. Ah, là, c'est une répétition, je pense. Chez les patients à risque faible ou modéré, introduire les statines pour un taux de LDL inférieur à 1,15. L'aspirine, elle est recommandée en prévention secondaire chez les patients hypertendus. Donc, elle est contre-indiquée en prévention primaire chez les patients hypertendus sans maladie cardiovasculaire. Parce que là, je retrouve très souvent des patients qui me viennent hypertension avec de l'aspirine, on met le traitement et on rajoute de l'aspirine. Donc, c'est très important de faire ça. Donc, pour le suivi des patients, après l'initiation du traitement, le patient peut être revu tous les mois ou toutes les semaines jusqu'à l'obtention du contrôle tensionnel. Ceci doit idéalement être obtenu dans les 6 mois et un bilan paraclinique annuel est suffisant à l'absence de complications. Après l'atteinte de l'objectif, le patient peut être revu tous les 3 à 6 mois et l'éducation thérapeutique doit être soutenue. Comme conclusion, je dirais que plutôt l'hypertension artérielle est un facteur de risque qui est majeur. Son diagnostic est fait par la mesure au cabinet ou l'automesure ou la MAPA et le traitement est à vie. Je vous remercie. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante
ji nekk kaw ga tante jee nekk kaw ga tétanos daaneel ko daa gaañu woon nak ileer jël